Ellipse de confiance. Alors on est sous MATLAB et on génère des matrices de covariance. Les matrices de covariance sont fabriquées comme suit, à partir de matrices identités et de transformations linéaires. On trace les ellipsoïdes de confiance associés et on va essayer de mettre en relation les ellipses qu'on voit dessinées ici avec celles qui sont fabriquées là. Alors, je vais aller sous MATLAB et tout d'abord, je vais fabriquer une matrice de covariance la plus simple qui correspond à l'identité. Voilà une matrice de covariance. Si jamais je prends une autre matrice de covariance, alors j'en fabrique une au hasard, -1, 3, 4, 9, par exemple. Voilà la matrice. Alors déjà, ce n'est pas une matrice de covariance, parce que la matrice, elle n'est pas symétrique. Alors, si je prends par exemple les valeurs propres de cette matrice G, il se peut qu'elles soient réelles, mais pas forcément. Alors, regardons ce qui se passe ici. Ici, elles sont réelles. Dans le cas des matrices de covariance, elles sont toujours réelles et toujours positives. Alors, si jamais je prends une autre, alors je vais prendre une matrice de covariance qui va se trouver être symétrique. Par exemple, si je mets 3 ici, voilà, elle est symétrique, et je mets par exemple, alors, je ne sais pas, un là. Si je regarde les valeurs propres de cette matrice, il y en a une qui est négative, l'autre qui est positive. Dans ce cas-là, ça n'est pas une matrice de covariance. Il faut qu'elles soient toutes positives pour avoir une matrice de covariance. Alors bien sûr, si je prends G égale l'identité, ça, c'est une matrice de covariance. Si je regarde ses valeurs propres, elles sont toutes les deux positives et égales à 1. Alors, je vais donc revenir à l'énoncé maintenant que j'ai fait ce petit rappel. On fabrique les matrices comme suit. Alors, on va essayer de voir le lien entre ces matrices et celles que j'ai fabriquées au-dessus. Alors, tout d'abord, on voit qu'il y en a une qui correspond ici à l'identité. Donc, l'ellipsoïde de confiance, elle doit se trouver, enfin, les ellipsoïdes de confiance sont des cercles. Pareil pour celui-là, puisque j'ai une matrice qui est diagonale et avec les mêmes valeurs propres, je vais encore obtenir un cercle. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que les ellipsoïdes de confiance vont avoir des valeurs propres qui correspondent, en gros, à la dimension des axes. Alors, c'est difficile à représenter ici, mais si je prends cette matrice qui est un peu oblique, cette ellipsoïde qui est un peu oblique, que je vois ici, je vais avoir un axe principal dans un sens et, un vecteur propre dans ce sens-là et un vecteur propre dans ce sens-là. Ben, le vecteur propre dans ce sens-là correspond à une valeur propre qui sera réelle et positive, qui sera plus grande que celle-là. Donc les vecteurs propres, c'est les axes de la matrice, et les valeurs propres, on pourrait dire que c'est 1 sur la taille des axes correspondants, des largeurs de correspondance de l'ellipse. Alors, je vais reprendre cette matrice-là. Donc voilà, on a toutes nos matrices. On sait déjà qu'on a un cercle ici et un cercle là. Et ce qu'il va falloir se rappeler comme formule, c'est que si j'ai un x et je lui associe par une transformation linéaire A un vecteur y, et supposons que x et y soient tous les deux des vecteurs aléatoires, dans ce cas-là, je vais avoir la matrice de covariance sur y qui peut s'obtenir à partir de celle sur x en faisant A multiplié par gamma x
multiplié par A transpose. Voilà. Donc, ici, si A correspond à une... Alors, ça peut correspondre, par exemple, à une matrice diagonale, comme on va le voir ici, ou des matrices de rotation. Alors, comme on l'a remarqué entre cette ellipse-là et cette ellipse-là, c'est très probablement, on peut s'en rendre compte ici, ça va correspondre à G1 et à G2, du fait de cette fabrication. Voilà. Alors, laquelle est la plus grande? Alors, on voit bien que G2 peut s'obtenir à partir de G1 par une multiplication par 3. Donc, si je reviens ici, on peut tout à fait comprendre que si cette matrice A correspond à racine de 3, 0, 0, ben comme je vais multiplier à droite et à gauche par racine de 3, ça va me faire une multiplication par 3, ce qui correspond bien à ce que j'ai ici. Donc, il est cohérent de dire que cette matrice-là, que je vois ici, donc celle-là, correspond à G1, la première matrice. Bon, je vais comme ça. Ça correspond à G1, celle du centre. Et celle qui est racine de 3 fois plus grande, on prend bien donc celle-là, ça correspond donc à G2. Alors c'est celle-là que je suis en train. Alors maintenant, je vais continuer pour essayer d'en deviner une autre. Alors ici, G3 peut s'obtenir à partir de G2 par une multiplication par A1. Donc attention, la transformation linéaire A1 correspond à une dilatation non pas suivant x1, mais suivant la deuxième composante x2. Et je lui rajoute G1. G1 correspond à l'identité. Alors, lorsque je me retrouve ici, on comprend bien que si je prends cette matrice G2, je la dilate suivant x2 et je la dilate encore suivant les deux axes. En lui rajoutant G1, il semble cohérent d'obtenir cette matrice qu'on voit ici. Donc celui-là, vous voyez bien qu'il correspond à G3. Alors, ensuite, une fois que j'ai G3, je vais essayer d'obtenir G4. Alors, G4 s'obtient par une transformation linéaire qui correspond à A2, à partir de G3. A2, c'est une rotation de pi sur 4 dans le sens direct. Donc, si jamais je prends G3 et que je le tourne de pi sur 4, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien là, cette ellipse qui est en bleu correspond bien à une rotation dans le sens direct de pi sur 4 à partir de celle-là. Alors je vais essayer de représenter ça comme ça. Hop. Là, c'est bien une rotation d'angle pi sur 4. Donc, celui-là correspond à G4. Alors, maintenant, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais je prends une matrice de covariance, alors que je vais appeler gamma 1, peu importe ce que c'est, et que je lui rajoute gamma 2. Et bien dans ce cas-là, je vais obtenir une nouvelle matrice de covariance gamma. En effet, je dirais que les matrices de covariance, lorsque je les additionne entre elles, j'obtiens à nouveau une matrice de covariance. Et de même, si alpha est positif, si je fais alpha fois gamma, j'obtiens à nouveau, avec alpha positif, j'obtiens à nouveau une matrice de covariance. Alors, je vais peut-être séparer ça en deux.
si je prends allez, une nouvelle matrice gamma 3 qui vaut alpha fois gamma 1 avec alpha positif, j'obtiens à nouveau une matrice de covariance. Alors maintenant, dans l'ensemble des matrices de covariance, on a une relation d'ordre qui est la suivante, qui dit que gamma 1 supérieur ou égal à gamma 2, si et seulement si, gamma 1 moins gamma 2 est une matrice de covariance. Alors, est une matrice de covariance, elle sera forcément symétrique, puisque gamma 1 et gamma 2 sont aussi symétriques, mais si le résultat est défini positif, c'est-à-dire si toutes les valeurs propres qui sont réelles sont strictement positives, dans ce cas-là, ou positive ou nulle, dans ce cas-là, je dirais que j'en ai une qui est plus grande que l'autre, et dans ce cas-là, les matrices qui seront associées à gamma 1, alors, va englober la matrice, enfin l'ellipsoïde qui correspond à gamma 2. Alors je vais faire un petit dessin ici pour essayer de se représenter ça. Si jamais gamma 1 correspond à cette ellipsoïde-là, c'est faire une à peu près correcte, et bien celle-là, elle va être, elle sera différente. Enfin, bon, si je les centre, attention, elle pourrait être comme ça. Pas forcément la même orientation, mais en tout cas, elle sera inclue l'une dans l'autre. Alors tout ça pour me dire, on se rend bien compte que si jamais j'additionne G3 avec G4, je vais obtenir une matrice qui englobe ces deux-là. Et la seule qui englobe ces deux-là, c'est cette matrice-là, qui donc correspond à G5, forcément. Pourquoi? Parce que G5, c'est G4 plus G3. Donc il englobe G4 et il englobe G3. Enfin, pour la dernière matrice, G6 s'obtient par une rotation d'angle pi sur 4 de G5. Donc je vérifie ça tout de suite. Si je tourne cette matrice, enfin cette ellipsoïde-là, d'un angle pi sur 4, dans le sens direct, j'obtiens bien l'ellipsoïde qui est en bleu, donc forcément, celui-là correspond à G6. Voilà, on voit bien une correspondance entre ces ellipsoïdes de confiance. Alors, bien évidemment, ici, les ellipsoïdes de confiance sont associés à un certain degré de confiance. Donc, ça peut être, par exemple, l'ellipsoïde de confiance associé à 90% ou à 95%. Ici, suivant l'exercice, on ne peut pas le deviner, mais on peut juste deviner qu'elles sont associées à la même probabilité. Alors maintenant, je vais aller sous MATLAB et je vais essayer de dessiner, de régénérer, comme c'est... alors, revoir l'exercice. Alors voilà, c'était marqué que c'était à 90%. Elles sont toutes centrées autour de 0, parce que bien sûr, tout le raisonnement ne prend pas en compte les centres. Tous les centres sont toutes centrées. Alors, maintenant, on va essayer de vérifier ces résultats sous MATLAB. Alors, pour vérifier ça, je vais faire un nouveau script. File, New, Script, et File, Save As. Je vais les appeler... alors, je vais l'appeler, par exemple, ici, Cov, comme 6 matrices de covariance. Enregistré. Là, bah, je vais peut-être pas le risquer, je vais peut-être... allez, je mets oui. Voilà. Alors, je vais déjà fabriquer ma matrice G égale E, Y, E, donc pour l'identité de 2,2. Alors, et je vais... ensuite, j'ai une fonction qui s'appelle drawEllipse.
qui est là et qui me dessine les matrices de covariance. Alors, je lui donne quoi? Je lui donne la moyenne, enfin, oui, voilà, le centre de l'ellipse, la matrice de covariance, le degré de confiance, alors ça c'est une probabilité comprise entre 0 et 1, la couleur, et bon, ça c'est facultatif, et la taille de l'ellipse. Donc, je reviens ici, je vais fabriquer cette matrice-là, ensuite je vais faire un O ellipse. O ellipse. Alors, comme elles sont centrées, je vais prendre 0.0. Je vais lui rentrer cette matrice-là, alors qui a été appelée G1 dans l'exercice, donc je vais mettre G1. Une virgule. Je vais rentrer ici un coefficient, un degré de confiance à 90%, je vais donc mettre 0,9. Je vais la dessiner par exemple en noir. Et l'épaisseur, bon, je sais pas, je vais mettre 2 par exemple. Je lance ça. Voilà, il m'a dessiné ici. Bon, donc on voit bien, alors c'est peut-être pas complètement à l'échelle, mais on voit bien, voilà, que c'est quelque chose qui est, c'est une matrice, c'est un cercle. Je continue. Je vais fabriquer ma matrice G2. Alors G2, comme indiqué dans l'énoncé, ici, G2 c'est bon, 3 fois G1. G2 égale 3 fois G1. Et je vais la tracer. Bon, je vais le mettre par exemple en vert. Je vais tracer G2. Alors on va voir qu'elle sera plus grande, forcément. Et le ratio entre les deux, alors, ici je vais devoir rajouter un bold one. Pour qu'il me les superpose. Voilà, elle est plus grande et le ratio entre les deux, c'est racine de 3. Je vais devoir, donc comme indiqué dans l'exercice, fabriquer G3. Alors G3, il est fabriqué comment? Par l'intermédiaire d'une matrice A1, que je n'ai pas encore définie, qui vaut A1 fois G2 fois A'1. Bon, il y avait autre chose, mais pour l'instant, je vais marquer que ça. Et je vais rajouter ici ma matrice A1, qui est définie dans l'énoncé par une matrice 0, 3. Donc c'est une matrice qui est diagonale. Je vais donc la dessiner en rouge. Alors là déjà, il a un peu refait les échelles à sa façon. Je vais devoir... Alors, il va falloir que je règle ça tout à l'heure. En mettant... Voilà. Bon, alors on se rend bien compte qu'il a dilaté. Ah, bon, j'essaie de retrouver le cercle. Il l'a dilaté dans ce sens-là, avec un rapport du coup de 3. Parce que, et on obtient cette matrice rouge, mais on voit bien qu'elle vient juste tangenter. Donc, dans l'énoncé, elle n'a pas été définie comme ça. Je vais lui rajouter, on va peut-être faire un axis square. Bon, et puis ici, je vais peut-être définir. Alors, je vais demander par exemple point 10, 10, 10. Mettre le haut après.
fait. Voilà. Donc c'est un peu mieux. Alors maintenant, dans l'énoncé, ça n'a pas été défini comme ça. Ici, je vais être obligé de rajouter, pour définir G3, G1. Et on va voir que ça va le gonfler. Je reviens là, je vais rajouter plus G1. Donc ça rajoute de l'incertitude. En fait, quand on rajoute des matrices de covariance, on ne fait que rajouter de l'incertitude. Voilà. Donc, elle est maintenant, on voit bien que la matrice rouge est plus grande que la verte. Donc, bien plus grande. Il y a une marge maintenant à ce niveau-là. Alors, je vais continuer. Je vais devoir fabriquer ma matrice G4. Alors, la matrice G4 s'obtenait par une rotation. Je vais prendre plus grand quand même ici. Peut-être 20. Alors, G4 s'obtenait par une rotation. Alors, c'était qui va être appelé A2. Alors, A2 multiplié par G3 multiplié par A2'. Et cette matrice de rotation, je vais maintenant la définir. A2 égale, alors c'est cos de pi sur 4 moins sin de pi sur 4 sin de pi sur 4 cos de pi sur 4. Voilà cette matrice de rotation. Bon, je vais devoir donc la dessiner. Et je vais la dessiner par exemple en bleu. Je lance. Hop, 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 hop. Alors là, j'obtiens, ben oui, ça va pas ça. J'aurais dû mettre ici G4. Je le relance. Voilà. Donc on voit bien que la bleue correspond, est obtenue à partir de la rouge par une rotation de pi sur 4. Bon, et bien maintenant il me reste à obtenir G5 en faisant la somme des deux. Alors, G5, c'est égal, j'avais dit, à G3 plus G4. Donc on voit bien, en fait, ça correspond à la matrice de covariance que j'aurais eu si j'additionne une variable aléatoire de matrice de covariance G3 et une autre G4 qui sont toutes les deux indépendantes. Donc on voit bien que ici, forcément, les incertitudes s'accumulent. Alors, je vais par exemple la dessiner en magenta. Et je vais l'appeler G5. Alors là, j'ai l'impression qu'il... Non. Il me lance ou pas? Il ne me le lance pas. C'est que la figure elle est derrière. Voilà, je le relance. Donc on voit bien que là, du coup, elle englobe tout le monde. Elle englobe nécessairement la bleue et la verte, puisque je les ai additionnées. Mais si jamais je rajoutais d'autres matrices, elles ne feraient que gonfler. Par exemple, si je lui rajoute à nouveau plus G3 plus G4, que je relance, ça va encore la gonfler. Voilà. Bon, ce qui n'était pas demandé ici, je le ferme, je reviens à ce qui était demandé. Et enfin, la dernière pour G6. Ben, G6 s'obtenait toujours à partir de G5, mais on avait une rotation, alors ici, une rotation de pi sur 4. Voilà G6, et ici, alors je vais mettre G6, et je vais le mettre, par exemple, allez, à nouveau en noir. Je le relance, et voilà. Alors, toujours une rotation, à partir de celle qui est en magenta, j'obtiens par une rotation de pi sur 4 celle qui est en noir. Donc on remarque que lorsqu'on additionne
les matrices de covariance, elles ne font qu'accumuler les incertitudes. Que plus une matrice de covariance est grande, plus ses valeurs propres sont grandes aussi, plus l'incertitude augmente et l'ellipse augmente aussi au sens de l'inclusion.